Yvan. Merci aux organisateurs donc de cet événement. Comme Georges l'a mentionné, j'ai su hier à peu près à 14 heures que Jocelyn allait être pris par une urgence familiale et que j'allais donc devoir intervenir à sa place. Vous comprendrez que ayant reçu les chapitres du livre d'Yvan hier à peu près 16 heures, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'espère pouvoir le faire très bientôt. Et ce que je vais vous livrer donc, c'est jusqu'à un certain point une certaine improvisation, puisque encore une fois, les temps qui m'ont été impartis pour me préparer étaient quand même relativement restreints. J'ai beaucoup parlé de cette question avec d'autres l'an dernier, jusqu'à peu près à l'été, au printemps. Et là, il y a eu l'été est toujours salutaire parce que il y a eu les éliminatoires, le Canadien s'est rendu loin, on a commencé à être intéressé par d'autres choses. L'été a tendance de toute façon à faire de sorte qu'on pense à autre chose qu'aux questions de l'État pendant les 2-3 mois de l'été. Je me suis demandé où on en serait rendu en septembre. Est-ce que la question de la loi, donc de la loi proposée par le gouvernement Charest, reviendrait à la une? Est-ce qu'on recommencerait à peu près là où on s'était laissé dans donc le débat autour de la laïcité? Ça n'a pas été le cas. Hein? Il y a eu la commission Bastarache. On s'est intéressé aux problèmes de nomination des juges et il semblait que l'oxygène avait été en quelque sorte sapé de cette question. Quand j'ai su qu'il y avait cet événement aujourd'hui, je craignais que personne ne se présenterait et donc je crois comprendre que j'ai eu tort. Bon, on a quand même eu quelques mois pendant lesquels l'intensité du débat a été peut-être un peu moindre que ce qu'il avait été pendant l'hiver et au début du printemps. Et moi, j'en ai profité pour sortir un peu du mode, il faut bien le reconnaître, un peu polémique dans lequel on s'était retrouvé en janvier, février, mars, où certains d'entre nous nous retrouvions de manière hebdomadaire ou parfois presque quotidienne autour d'un micro ou dans une salle de télé pour débattre. Et on sait que le débat parfois peut être philosophique, il peut parfois aussi devenir polémique. Donc j'ai essayé de prendre les quelques mois pendant lesquels la polémique s'était un peu tassée pour prendre un pas de recul par rapport au débat qu'on avait vécu et pour me poser la question de savoir en tant que auteur ou un des auteurs du premier manifeste dont Georges avait parlé, le manifeste pour un Québec pluraliste, si j'étais encore en quelque sorte d'accord avec moi-même après avoir entendu tant d'arguments donc contre notre position et s'il y avait des choses sur lesquelles je pense que nous les pluralistes devrions approfondir notre réflexion, quelle serait-il? Donc, c'est un peu le résultat de cette réflexion que je vais vous présenter à chaud. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que la position... On a eu un événement il y a à peu près 1 an où la question de l'adjectif approprié pour qualifier les deux positions a probablement occupé trop de temps. On parlait d'un pluralisme, d'une laïcité ouverte. Ouvert, c'est bien. Comment qualifier l'autre position? Strict, c'est un peu, il y a un côté péjoratif. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que, parce qu'il fallait bien le constater, il y a eu pendant les quelques mois une sorte de guerre des signatures. Hein, les deux manifestes ont fait l'objet donc d'une invitation de la population à adhérer aux deux messages différents. Il faut bien le reconnaître. Le message de la conception, appelons-la stricte, de la laïcité semble avoir remporté plus d'adhésion que la nôtre. Ça, je le reconnais en toute humilité. Mais je me suis posé la question du pourquoi. Et une première chose que je voudrais proposer, donc, comme thèse, c'est que une des raisons, la raison est peut-être simplement qu'elle est philosophiquement supérieure à la nôtre. Il ne faut jamais l'exclure, en toute humilité. Mais je crois qu'il y a une explication qui est que pendant un temps, et encore aujourd'hui, le manifeste donc laïque et pluraliste a été, je dirais, le lieu de croisement de plusieurs positions qui ne sont pas philosophiquement des alliés naturels, mais qui se sont retrouvés convergents un temps autour d'une prise de position. Il me semble que dans les débats que j'ai eus avec des gens qui ont soit adhéré explicitement à ce manifeste ou qui l'ont soutenu verbalement, il y a au moins 4 ou 5 positions très différentes que j'ai entendues pendant les mois de ce débat. Il y a une position que j'appellerais, avec un terme de philosophe politique que vous m'excuserez, une position perfectionniste. Une position perfectionniste qui, juste pour placer les choses, pourquoi est-ce que nous avons appelé notre manifeste manifeste pour un Québec pluraliste? Il y a une raison un peu philosophique derrière tout ça, c'est que nous pensons que la laïcité, plutôt que d'être une valeur, est en fait un aménagement institutionnel qui tente, de manière fragile, de manière qui doit constamment être revue et révisée à la lumière de la réalité ambiante, la laïcité est un aménagement qui tente d'incarner plusieurs valeurs
qui sont toutes importantes pour une démocratie libérale comme la nôtre, mais qui sont parfois en tension l'une avec l'autre. En particulier, il y a la neutralité de l'État, nécessaire, essentielle, neutralité qui essentiellement dit que l'État ne se voit dicter ses politiques par aucune conception particulière de la vie bonne, et en particulier par aucune vision religieuse de la vie bonne. La légalité de tous les citoyens, le fait que tous les citoyens puissent se voir devant l'État comme étant égaux, dépend de ce que l'État ne soit pas le représentant d'une conception de la vie bonne sectaire à l'intérieur de cette position. Donc, il y a la neutralité à laquelle nous adhérons tous, signataires et auteurs du Manifeste pour un Québec pluraliste, et qui forme en quelque sorte un consensus, je dirais, d'après ce que je viens d'entendre de mon collègue Yvan Lamonde. Il y a par contre la liberté religieuse, également des individus. Et le Manifeste pour un Québec pluraliste dit essentiellement la chose suivante: ces deux valeurs doivent être tenues en équilibre, et il faut toujours se poser la question, quel est le degré de liberté religieuse des individus qu'il faut court-circuiter afin de pouvoir assurer la neutralité de l'État? À partir de quel moment est-ce que la liberté religieuse devient un danger pour la neutralité de l'État? Entendu, bien sûr, que les limitations à la liberté religieuse doivent toujours être aussi minimales que possible. Il ne faut pas limiter les libertés religieuses des individus plus que ce qu'il faut pour assurer que l'État continuera à fonctionner de manière neutre. Aucune formule magique, aucun algorithme que l'on peut proposer pour savoir exactement quelle sera la limite exacte, mais nous faisons également le pari suivant. Le fardeau de la preuve est toujours sur les épaules de celui ou de celle qui voudrait limiter les libertés religieuses davantage. Avant de limiter les libertés religieuses davantage qu'on ne le fait, faites-nous la démonstration que cela est nécessaire pour maintenir cette essentielle et fondamentale neutralité de l'État. Moi, je n'ai pas encore entendu un seul argument qui me convainque du fait que une personne qui porte une croix au cou, ou un homme qui porte une kippa, ou une femme qui porte un voile, n'est pas en mesure de me servir de manière professionnelle, rigoureuse et neutre lorsque je me rends à la Société de l'assurance automobile du Québec. Que ça me heurte, je pense que la vie en société implique des coûts, et en particulier des coûts à nos sensibilités. Il faut qu'on fréquente des choses, puis je dirais la même chose je vous dirais la même chose que je dirais à notre juif ultra-orthodoxe réel, que ça heurte votre sensibilité. C'est pas quelque chose qui, en soi, représente une raison pour l'État de s'ajuster. À moins que vous puissiez faire la démonstration qu'une femme avec un voile n'est pas en mesure de vous servir de manière neutre et rigoureuse et professionnelle dans un bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec, je pense qu'il faut lui permettre de s'habiller comme elle veut. Écoutez, qu'est-ce qu'il faudrait pour que une administration publique, incluant les médecins, incluant les policiers, incluant les fonctionnaires, incluant tout ce beau monde-là, ait l'air de quelque chose de neutre? Regardez notre fonction publique québécoise, c'est un pur scandale quand on regarde à quel point elle ne représente pas la population qu'elle dessert. Regardons les forces policières québécoises qui sont encore extrêmement en disproportion par rapport à la diversité ambiante de la société québécoise. Moi, je suis désolé, quand je regarde, quand je vois la blancheur assez intense de notre administration publique au sens très large, je n'ai pas l'impression, même si aucune de ces personnes ne porte de symbole religieux ni de t-shirt qui identifie leur allégeance politique, d'avoir affaire à une administration publique qui est neutre. C'est une administration publique dans laquelle je ne retrouve pas la diversité de la société québécoise. Donc, à mon sens, le jour où on aura une administration publique qui sera plus permissive et qui permettra à des résidentes, à des femmes comme les deux résidentes qui ont été évoquées par monsieur, de sentir que, ma foi, je peux espérer devenir médecin dans cette société, je peux espérer devenir haut fonctionnaire dans cette société, je peux espérer devenir, etc., j'aurai l'impression, quels que soient les bouts de tissu que portent ou ne portent pas ces gens-là, qu'on aura affaire à une administration publique qui est véritablement neutre parce qu'elle n'est pas expressive d'une partie de la population et d'une partie seulement. Donc, c'est en cela que le Manifeste pour le Québec pluraliste est un manifeste pluraliste parce qu'il reconnaît une pluralité de valeurs et voit la laïcité comme un des aménagements institutionnels que l'État met en place afin de tenir dans un équilibre fragile plusieurs de ses valeurs fondamentales, mais encore une fois, potentiellement en tension.
Je reviens à ce que j'ai dit. Une des voix que j'ai entendues, disons, de l'autre côté du débat des derniers mois et de la dernière année, c'est une vision de la laïcité qui ne voit pas la laïcité comme un aménagement institutionnel tentant d'incarner un certain nombre de valeurs, mais qui voit la laïcité comme elle-même une valeur. Hein? Par opposition à une conception de la laïcité qui voit la laïcité comme un rempart qui est bon à la fois pour la religion et pour l'État. Gardons ces deux choses séparées et les deux en bénéficieront. Il y a, je crois, parmi les voix que l'on a entendues dans le camp des gens qui pensaient, donc, qui n'étaient pas d'accord avec nous, une voix que j'appellerais perfectionniste qui dit au fond que ce serait une bonne chose dans la société s'il y avait moins de religion qu'il y en a actuellement. Hein? Donc, on est plutôt du côté de Voltaire et d'écraser l'infâme, plutôt que du côté d'une vision de la laïcité qui essaye en quelque sorte de diviser le terrain afin de faire de sorte que et l'État et les gens dont les convictions religieuses sont réelles et profondes puissent en quelque sorte trouver leur compte et leur espace. Je prétends, nous prétendons, je crois pouvoir parler au nom du nous, nous prétendons qu'une telle conception perfectionniste ne peut pas être défendue dans un État qui est, pour les mêmes raisons que l'on veut exclure des projets religieux, on ne veut pas d'un État qui soit catholique, on ne veut pas non plus d'un État qui soit basé sur l'hypothèse que le rôle de l'État est de minimiser la quantité, en quelque sorte, de religion que l'on retrouve parmi les membres de la population. C'est à la libre conscience des individus que de déterminer dans quelle mesure il y aura ou il n'y aura pas religion, croyance, adhésion à une foi dans la société. Je suis personnellement un athée. Hein? J'ai été élevé par un père communiste qui m'a élevé pour penser que la religion était littéralement une forme de maladie mentale. Hein? Bon, cela dit, je ne peux que constater et je suis demeuré un athée. Je ne maintiens pas la position de mon père, le deuxième énoncé que je viens de donner, mais je suis toujours un athée. Je n'ai aucune fibre religieuse, quelle qu'elle soit. Bon, cela dit, je ne peux que constater qu'autour de moi, il y a des gens que je respecte énormément. Hein, et dont je respecte l'intelligence, qui ont des convictions religieuses profondes. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire, avec tout le respect, parler de dérogation pour des raisons irrationnelles. On peut le penser, on peut le dire entre nous, mais on ne peut pas baser la politique publique d'une société qui veut être également respectueuse pour tous ses membres sur l'idée que lorsqu'une personne demande une dérogation en vertu de ses convictions religieuses profondes, elle le fait en vertu de raisons irrationnelles. Là, on est en plein dans le projet perfectionniste. On veut incarner dans l'État l'idée de mon père, au fond, l'idée que la religion est une forme de maladie mentale, ou une forme, en tout cas, d'irrationalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout simplement pas faire. Et donc, il y a un projet que j'appellerais donc perfectionniste, qui voit la laïcité non pas comme un aménagement, mais en soi comme une valeur qu'il faut tenter d'imposer. Il y a deuxièmement ce que j'appellerais la position que j'appellerais crypto-majoritarienne. Qu'est-ce que j'entends par crypto-majoritarienne? Il y a eu, je crois, beaucoup de personnes qui, du bout des lèvres, ont donné leur adhésion au manifeste laïque et pluraliste, qui tenaient la position suivante. Il est très important d'évacuer les signes religieux de l'espace public, mais nos signes religieux, à nous, majoritaires, ne sont pas des signes religieux, ce sont des signes patrimoniaux, et donc ils jouissent d'un statut différent de celui des autres signes religieux. Quiconque a passé un peu de temps en France, donc le pays laïque par excellence, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mesure dans laquelle la France correspond à la vision du républicanisme dans les faits, hein, qu'on a parfois tendance à lui prêter en fonction du discours beaucoup plus enflammé qu'il présente parfois. Toujours est-il, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, position crypto-majoritaire qui fait en quelque sorte le pari suivant. Si on insiste sur la disparition des signes religieux de l'espace public, il y a fort à parier que les signes religieux des minorités religieuses s'en sortiront beaucoup moins bien que ceux de la majorité. Les signes religieux de la majorité font partie de l'oxygène, font partie de l'air que nous respirons. Nous ne les remarquons même plus. Or, les signes des minorités religieuses, eux, sautent aux yeux, hein, paraissent beaucoup plus ostentatoires que ceux de la majorité. Donc, il y avait beaucoup de... moi, j'ai personnellement été confronté assez souvent, et je ne pense pas, là, je veux préciser que je pense que pour les auteurs du manifeste laïque et pluraliste, c'est une position qui est aberrante, mais nous avons entendu à de nombreuses reprises des gens dire
évacuons les symboles religieux de l'espace public, mais pas nécessairement les symboles patrimoniaux de la majorité, qui sont là non pas pour affirmer une identité religieuse, mais pour affirmer une certaine continuité historique. Encore une fois, je pense qu'il y a là une position qui manque d'une certaine cohérence. Les symboles religieux doivent soit être tous évacués, tous autant qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, ou bien on doit se plier à une position différente comme la nôtre. Mais je crois que la logique de l'argument que l'on retrouve dans la position du manifeste laïque et pluraliste ne permet pas, en quelque sorte, cette position. Or, je crois qu'il y a des gens qui se sont un temps ralliés à la position de l'autre manifeste, pensant pouvoir passer par l'opposition aux signes religieux un message ou une politique qui est davantage majoritarienne. Troisième position, et là je renvoie à la citation de Guy Rocher que Georges a utilisée pour ouvrir sa présentation. C'est une position que j'appellerais pragmatique. Les philosophes, on aime bien coller des étiquettes sur les choses, donc j'espère qu'aucune de ces étiquettes ne sera perçue comme étant réductrice. Une position qui est pragmatique et qui dit essentiellement que il y a des avantages à la clarté. Le pluralisme, après tout, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit moi-même, c'est plusieurs valeurs qui sont dans une espèce d'équilibre fragile, constamment à revoir les unes avec les autres. Comment les doser les unes avec les autres? Il va falloir revoir ce dosage, revoir cet équilibre constamment à mesure que nous recevons de l'information de la réalité. Ça risque de changer d'époque en époque, de période en période, d'année en année, etc. Il y a quelque chose, effectivement, d'assez inquiétant pour un gestionnaire qui veut avoir des balises claires, qui veut pouvoir dire, écoutez, là, voici les limites, elles sont là une fois pour toutes, elles ne changent pas en fonction du cas, en fonction de l'année dans laquelle on se retrouve, en fonction des élucubrations de philosophes qui décident, après 6 mois, que non, le dosage exact à donner à la liberté religieuse et à la neutralité peut être différente de celle qu'on avait pensée 6 mois auparavant. Je reçois et je comprends très bien qu'il y a des impératifs pragmatiques qui font de sorte que on ne peut pas tout simplement traduire des positions philosophiques en positions administratives et politiques. Il y a des exigences d'opérationnalisation qui font de sorte qu'un certain niveau de clarté est nécessaire. Par contre, une chose qui m'inquiéterait du fait que ce message soit reçu de manière unilatérale est que la clarté des uns peut devenir la rigidité bureaucratique peut devenir en quelque sorte dans l'application la rigidité bureaucratique que dans d'autres moments nous conspuons tant. La consigne, c'est la consigne. Je sais que les deux cas auxquels j'ai affaire sont différents, mais moi je vais faire dans la rigidité bureaucratique un peu bête et je vais tout simplement regarder le règlement et je vais traiter des cas différents de manière scrupuleusement identique. Il y a toujours le danger que la clarté, qui est une vertu, se traduisent dans les faits, dans l'utilisation qui en est faite par des bureaucrates à tout niveau, en rigidité bureaucratique que, encore une fois, nous avons tendance à conspuer, à condamner dans d'autres contextes. Il y a une position qui a été prêtée au pluralisme qui, je crois, moi je ne m'y reconnais absolument pas et je ne crois pas qu'aucun de mes collègues qui a écrit le manifeste avec moi s'y reconnaisse. C'est l'idée que l'accommodement raisonnable soit une sorte de manière euphémique de dire l'accommodement à n'importe quoi. Le mot raisonnable, nous on y tient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas raisonnables. Il y a des choses qui coûtent entre guillemets trop cher à la société, en termes parfois réels, mais en termes parfois également de valeurs et de symboles. Il y a des accommodements qui ne sont pas raisonnables et nous pensons que jusqu'à maintenant, et là on peut être en désaccord sur telle ou telle décision, nous pensons que jusqu'à maintenant il y a des balises que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec et la Cour suprême du Canada ont mis sur pied, qui, encore une fois, c'est pas parfait, c'est pas il y a des gens qui pourraient penser qu'ils auraient pu être un peu plus exigeants, mais ce n'est pas vrai que de dire que on n'a absolument pas tenu compte de l'égalité des hommes et des femmes. La décision récente dans la cause, j'aurais jamais pu être avocat parce que je me souviens jamais des noms des arrêts, mais le divorce juif là. Merci beaucoup. Est un cas dans lequel on a dit à un homme qui voulait invoquer sa liberté religieuse pour dire que sa femme, son ex-femme, ne pouvait pas avoir ce qu'elle voulait. Écoutez, là, non, il y a des limites. Le cas, pour sortir un peu de l'égalité homme-femme, il y a un cas qui a, je crois, été assez important dans l'esprit du législateur ici au Québec, dans l'articulation du projet de loi 94, dans le cas de Utérit en Alberta, qui ne voulait pas que leur photo figure nulle part. Là, la Cour suprême a dit, écoutez, non, il y a des fins de sécurité, là, d'identification par des agents de l'État qui font que, désolé, mais votre liberté religieuse a des limites. Donc, je pense que
il faut tout simplement là que une des premières conditions du dialogue, c'est qu'on dialogue véritablement avec les positions qui sont en présence. Et la position qui est la mienne, et je pense que c'est la position de ceux et de celles qui ont écrit le manifeste, c'est que le mot raisonnable n'est pas là simplement comme décoration. Il est là parce qu'il fait quelque chose. Et dans l'histoire constitutionnelle récente du Canada et du Québec, il y a eu des balises qui ont été posées. Et notamment, je crois pas qu'il soit vrai de dire que l'égalité homme-femme n'a jamais été un facteur qui a été invoqué par un tribunal pour limiter la liberté religieuse. Il est parfaitement correct qu'il soit ainsi. Donc, lorsque on me dit, écoutez, là, qu'est-ce que vous faites d'un juif assidique qui veut pas faire affaire à un policier femme, moi je dis, ben, on lui dit, écoute, il y a un prix à la vie en société, et un des prix à la vie en société, c'est que tu peux pas avoir des services publics taillés sur mesure pour toi lorsqu'ils viennent en conflit avec une valeur fondamentale comme celle de l'égalité homme-femme. Donc, j'ai parlé de ce que j'ai appelé la position perfectionniste, de ce que j'ai appelé la position crypto-majoritarienne, de ce que j'ai appelé la position pragmatique. Et je voudrais, pour terminer, dire quelque chose de la position qui, moi, alors j'ai dit il y a un instant qu'une des choses que j'ai faites pendant les derniers mois, c'est de réfléchir un peu à ce qu'il y avait de vulnérable dans la position que nous avons défendue. Et je crois que la position par rapport à laquelle je sens qu'il y a encore énormément de travail à faire, et beaucoup, je crois, de discussions à avoir à travers les prises de position, c'est ce que j'appellerais la position, bon, je vais encore une fois une étiquette réductrice, mais il faut bien en coller, la position féministe. La préoccupation de femmes qui disent essentiellement la chose suivante: l'accommodement de diversité religieuse, qui peut partir d'un élan généreux, hein, d'un élan philosophiquement justifiable vu d'un certain point de vue, risque de donner lieu, dans les faits, à ce que l'on accorde plus de pouvoir que l'on ne devrait le faire à des autorités religieuses qui ont eu historiquement et qui ont toujours tendance à être patriarcales et à reconduire des conceptions des rapports des sexes qui sont contraires à ce que dans une société comme le Québec, nous voulons que notre société devienne. Je pense pas qu'on puisse balayer ce reproche du revers de la main. Yvan a parlé tout à l'heure de la peur de l'État. En tant que libéral, non pas au sens néolibéral économique, mais au sens libéral noble du terme qui part de Kant et de John Stuart Mill, etc., j'ai une tendance à avoir plus peur, et c'est peut-être une erreur, ou c'est peut-être un biais, devrais-je dire, à avoir plus peur du pouvoir de l'État, du pouvoir coercitif de l'État, que du pouvoir des associations à l'intérieur de la société civile. Ultimement, l'État, c'est lui qui a le monopole du pouvoir coercitif et ultimement, j'ai plus peur d'une société dans laquelle nous avons des policiers que nous autorisons à dire à des gens comment ils devraient s'habiller ou non, faute de quoi on leur donne des amendes, que d'une société dans laquelle il faut dialoguer avec des autorités religieuses dont les pouvoirs sont quand même limités. Hein, pour leur dire, écoutez, peut-être que vous devriez traiter les enfants et les femmes dans vos communautés de manière un peu différente. Le pouvoir coercitif de l'État est par sa nature différente du pouvoir dont disposent ces communautés. Cela dit, ce pouvoir n'est pas insignifiant. Le pouvoir dont disposent les communautés sur leurs membres ne sont pas insignifiants. C'est un pouvoir qui n'est peut-être pas un monopole du pouvoir coercitif de l'État, mais c'est un pouvoir qui est réel et c'est un pouvoir qui est peut-être psychologiquement et affectivement plus profondément ancré que ne l'est le pouvoir coercitif de l'État. Alors, je reçois et je ressens avec acuité le reproche de ceux et de celles, parce que ce ne sont pas que des femmes qui défendent le point de vue féministe, heureusement. Je reçois avec acuité la position de ceux et de celles qui disent, écoutez, on ne peut pas tolérer une situation dans laquelle des signes religieux, bon, des signes religieux c'est une chose, mais des signes religieux qui expriment aussi clairement que ne le fait le niqab, l'inégalité entre les hommes et les femmes est quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer dans notre société. Et ce point de vue, je le ressens. Je ressens la préoccupation de ceux et de celles qui s'opposent aux accommodements religieux, surtout pour cette raison-là. Et je vais terminer peut-être en disant que il y a néanmoins, même pour ceux qui reçoivent avec sa pleine force cette préoccupation morale, des raisons qui sont peut-être différentes de celles que nous avons exposées dans le manifeste, des raisons d'adhérer quand même à une position pluraliste pour des raisons que je qualifierais de, on est habitué à ce terme dans d'autres contextes, de réduction des méfaits.
on a une pratique que l'on n'aime pas, et la question que l'on n'aime pas pour des raisons moralement extrêmement significatives et sérieuses, et la question qu'on doit se poser, pour quel que soit ce comportement, c'est est-ce qu'on a plus de chances d'en venir à bout par la prohibition et l'interdiction, hein, que par d'autres méthodes. Une des craintes que j'ai, hein, c'est que la position qui a été adoptée dans certains pays européens, en France, en Belgique, consiste à dire, écoutez, nous ne voulons pas les voir de ces niqabs, nulle part dans l'espace public au sens large du terme, risque d'avoir pour effet non pas de libérer les femmes les plus vulnérables de la société, mais de les refouler encore plus loin dans leur ghetto qu'elles ne le sont déjà. Pour une femme qui, soit parce qu'elle le croit, soit parce que on le lui impose, ne peut sortir que vêtue d'une certaine manière, le fait d'avoir une loi comme la loi belge ou la loi française risque de faire de sorte que le dernier petit contact qu'elle avait avec une société plus large que sa communauté religieuse risque de lui être ôté. Et la question que je me pose, c'est que d'un point de vue conséquentialiste, avons-nous fait plus de tort que de bien? L'autre préoccupation que j'ai est la préoccupation d'accusation de fausse conscience qui est souvent qu'on se retrouve à devoir souvent apposer à certaines femmes qui portent des symboles religieux. Quand nous avons présenté le manifeste ici, il y a à peu près 1 an, dans cette même salle, j'ai été témoin d'une scène qui, moi, me met extrêmement mal à l'aise. Il y avait une femme portant un voile, non pas un niqab, mais un voile, qui expliquait les raisons de sa décision de porter un voile, que d'autres pourraient voir comme un signe d'infériorité des femmes, mais qu'elle voit tout différemment, se faire littéralement enguirlander par d'autres personnes dans la salle qui lui disaient essentiellement, écoute, c'est peut-être ce que tu crois, mais tu ne comprends rien à ta propre situation. Tu as tellement assimilé et internalisé les normes patriarcales que tu crois faire des choix autonomes alors qu'ils te sont imposés. Très difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais dans une société, encore une fois, libérale qui croit à l'autonomie des individus, je crois qu'il faut faire le pari que lorsque les gens nous disent, écoutez, c'est un choix que j'assume librement, avant de leur dire, avant de les infantiliser en leur disant non, tu ne comprends absolument rien à ta propre situation, il faut réfléchir un moment, et je ne suis pas sûr en tout cas que c'est de cette manière-là, en infantilisant les gens, en leur disant qu'ils se trompent, qu'on va réussir à nouer avec elle le dialogue qui est nécessaire pour ultimement en arriver à essayer de leur faire comprendre notre point de vue, qui est le point de vue de l'égalité des sexes. Pour moi, la préoccupation de l'égalité des sexes est une préoccupation sur laquelle nous devons continuer à discuter en tant que société. Et la proposition que je fais, c'est que cette cause n'est peut-être pas autant avancée que ne le pensent certaines personnes par l'interdiction. Peut-être mieux, dans un esprit de minimisation des méfaits, de passer par d'autres voies, la voie du dialogue, de l'éducation, du pari fait que le contact avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, finiront par éroder des cultures patriarcales, plutôt que de penser que l'interdiction nous amènera là où nous voulons tous arriver, c'est-à-dire à une société qui est véritablement marquée par l'égalité des sexes. Je finirai sur la naïveté sociologique que vous m'avez prêtée. Et là, je vais invoquer ma propre communauté, qui est la communauté juive de Montréal. On passe beaucoup de temps à parler des ultra-orthodoxes d'Outremont et d'ailleurs. Vous saurez, je ne vous apprends rien en vous disant que à l'intérieur de la communauté juive montréalaise, c'est une minorité. Hein, c'est une minorité. Quand mon père est venu s'installer à Montréal, la communauté juive était largement ghettoisée. Pas seulement les ultra-orthodoxes, mais la communauté juive vivait largement en ghetto. 2-3 générations plus tard, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne une communauté qui, outre cette minorité à l'intérieur de la minorité, est largement intégrée au tissu social québécois. J'en suis un exemple, marié à une chrétienne et élevant des enfants absolument athées. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on en a des exemples dans notre propre société du succès d'une politique qui ne va pas par l'interdiction. La communauté juive, quand on la regarde dans son ensemble, plutôt que de mettre l'accent sur la minorité à l'intérieur de la minorité, est une communauté qui
qui, au bout de quelques générations, comme c'est le cas pour bon nombre des minorités, s'est mélangé, s'est intégré, s'est intermarié et est devenu une partie intégrante du tissu social montréalais et québécois. Donc, je pense pas que ce soit une quelconque naïveté que de dire que la même chose se produira fort probablement pour les minorités qui nous viennent d'une immigration plus récente. Moi, ma crainte à l'heure actuelle, c'est que l'attitude parfois assez confrontationnelle que nous avons par rapport aux minorités religieuses encourage le radicalisme dans ces communautés. Moi, je voudrais pouvoir, je connais bien la communauté juive, je peux vous dire que si tout d'un coup, je pense pas que ce soit quelque chose, que ce soit demain la veille, parce qu'on a plus l'habitude des juifs dans notre société que des musulmans, faut bien le reconnaître. Si un jour il y avait une sorte de mouvement contre les symboles religieux juifs qui serait analogue à celui que l'on voit maintenant par rapport aux musulmans, ça servirait qui dans ma communauté? Ça servirait les radicaux qui arguent à notre endroit, à l'endroit de modérés comme moi, qu'on doit se serrer les coudes, qu'on doit se resserrer, qu'on doit se fermer par rapport à la société d'accueil. Je ne suis pas convaincu que ce soit avec un ton de confrontation, d'interdiction, de vous faites ceci, sinon vous n'êtes pas des bons et des gentils immigrants comme vous devriez l'être. Je ne suis pas convaincu que c'est comme ça que nous allons favoriser l'émergence d'un interlocuteur modéré. Nous allons au contraire favoriser la mainmise sur ces communautés de radicaux. Je vous remercie. Bravo.